Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Mali Online, votre plateforme digitale d'information. Aujourd'hui, nous rencontrons l'un des membres du collectif des députés spoliés lors des législatives passées. En la personne de M. Djakarija Djakité, député spolié de la commune 1, on peut l'appeler ainsi. Avec lui, nous allons jeter un regard sur le film des événements et surtout sur les voies et moyens pour sortir de cette crise qui s'installe. Bonjour M. Djakité Djakarija. La Cour constitutionnelle a coupé court à votre rêve de devenir député. Du coup, en vous déclassant et en permettant à d'autres d'être à votre place. Qu'en dites-vous? La Cour constitutionnelle, à travers son arrêt du 30 avril, a changé les données. Les données parce que nous savons que, conformément à la loi organique portant fonctionnement et règlement intérieur de la Cour, elle ne peut pas se substituer au peuple. Dans son arrêt du 30, il y avait tellement d'incohérences entre son énoncé et délibéré. Nous concernant la circonscription de la commune 1, il y avait 3 griefs contre notre liste qu'on ne savait pas, à savoir les changements de président du bureau de vote, l'utilisation des bureaux bras et la perturbation du processus de scrutin des jours. Alors pour nous, la Cour constitutionnelle était avant les législatives décriées, parce qu'on se rappelle, en 2018, une bonne partie de la classe politique avait demandé la récusation des membres de la Cour pour partialité. Ça, c'était le premier fait, un premier constat. Le second constat, c'était après le deuxième tour des présidentielles, l'opposition aussi avait demandé à la communauté internationale la certification des résultats des présidentielles. Parce qu'il n'y avait plus de confiance entre les sages de la Cour et la classe politique. Donc ça, c'était déjà des précédents. Mais la goutte qui a débordé, c'était les législatives derrière, ou bien avant les législatives, on avait demandé qu'on fasse le toilettage de la liste électorale. Donc à notre grande surprise, nous avons gagné au premier tour, nous avons gagné au deuxième tour et au troisième tour, qu'on appelle la Cour, on a perdu. Mais pour nous, c'était mettre fin à un processus démocratique parce que c'était l'espoir de toute une jeunesse de la commune 1 qui venait d'être ébranlée. Et nous, on s'est dit qu'il faut sauver la démocratie et le combat continue. Et ce combat aujourd'hui est porté par le peuple et non par nous seulement qui candidats spoliés. Et par rapport à la mission conduite par la CEDEAO, notamment l'ancien président Goodluck Jonathan, qui a fait une proposition de revalidation de l'élection des députés spoliés. Quel est votre avis là-dessus? Dans le programme préétabli par la délégation de la CEDEAO, il était prévu une rencontre avec les députés concernés par l'arrêt du 30 avril de la Cour constitutionnelle. La CEDEAO, après avoir reçu quelques acteurs dans l'organisation matérielle et technique des élections, notamment la CENI et l'administration territoriale, a jugé nécessaire de ne plus recevoir notre collectif, comme quoi nos préoccupations sont déjà portées à travers les différents rapports et PV de la CENI et de l'administration territoriale. Donc du coup, ce que nous devrions dire a été déjà dit à travers ces différentes structures qui avaient en charge l'élection législative, premier tour et deuxième tour. Mais nous avons remarqué et nous avons vu à travers le communiqué final de la CEDEAO qu'elle a demandé la réintégration des 31 députés à l'Assemblée. Comment? C'est la question qu'on se pose. Et nous, en tant que députés, nous sommes partie prenante de la crise. La crise a commencé bien avant nous, mais c'est la dernière législative qui a été vraiment l'effet déclencheur. Et nous pensons que cette proposition, on doit analyser profondément parce que nous réclamons justice. Nous demandons que nous soyons remis dans nos droits. C'est au gouvernement de trouver les voies et moyens. Et si une médiation ouest-africaine propose une sortie de crise, on ne peut qu'écouter le peuple. Nous faisons partie du peuple et nos revendications également sont portées par les M5, d'ailleurs qui est légitime à travers ses recommandations et ceux qui demandent un changement profond. Donc nous pensons que
les propositions de la CEDEAO doivent être analysées dans l'ensemble et voir si ça doit apaiser. Et si ça doit apaiser, nous sommes partants. Et si ça peut aussi envenimer, on va ici revoir et ouvrir le dialogue jusqu'à aboutir à un dénouement de cette crise. Merci pour ces propos. Mais quelle solution proposez-vous en tant que député spolié? Alors, vous savez que chez nous au Mali, l'élection est très difficile parce que le pouvoir de l'argent est puissant. Préparer, il n'y a pas, comment dirais-je, une victoire électorale ne s'improvise pas. On a battu campagne, on a gagné les élections et ce qui est aussi à noter, c'est que le cas de la commune 1 est un cas particulier. Des jeunes qui viennent de nulle part, face à des poids lourds de la politique et des grands partis, parviennent à gagner, parviennent à avoir la confiance du peuple. C'est déjà une victoire en soi. Et c'est cette victoire que nous réclamons. On ne demande pas de réorganiser. Réorganiser, c'est donner la chance à l'autre camp qui a perdu de se réarmer pour venir sur le terrain politique. Nous demandons que justice soit faite et que la réalité des urnes soit rétablie. Les partiels ne seront pas encore une solution parce que ça va dépénaliser, ça va favoriser une partie contre une autre partie. Donc c'est d'ajouter l'injustice à une autre injustice. Ce que nous demandons simplement, c'est qu'on rétablisse la vérité des urnes en respectant les choix des populations. Les populations ont choisi de porter leur confiance en nous pour ces mandats, alors qu'on respecte les choix des populations. Donc les partiels, pour nous, c'est vraiment anticonstitutionnel et ce n'est même pas conforme au règlement intérieur de l'Assemblée, parce que pour qu'il y ait partiel, il faut qu'il y ait un cas de décès ou démission. Donc les 31 députés concernés qui ont été, comme on l'a dit, nommés par la Cour, ont refusé de démissionner. Donc on ne peut pas parler de partiel. Alors la dissolution, conformément à l'article 42 de la Constitution, était la solution la plus facile. Donc on a dépassé ces caps et nous, en tant que victimes, en tant que candidats spoliés, on demande qu'on restitue notre victoire et puis c'est tout. Donc les partiels, nous ne sommes plus partants. Okay. Depuis un certain temps, une forte crise s'installe et vous êtes une pièce de ce pesum. Celui des députés spoliés. Vous avez rencontré le chef de l'État. C'était à quelle fin? Oui, nous avons été reçus par le président le 7 juillet 2020, à sa demande, parce qu'il a souhaité nous recevoir en tant que victime de l'arrêt de la Cour pour nous entendre et faire une proposition. Alors quand nous avons été reçus, le collectif, une petite délégation était envoyée pour écouter le chef de l'État. Et le chef de l'État a confirmé que nous sommes des victimes. Ça, c'est déjà un fait, un élément très important. Au moment où des contestataires sont reçus dans une crise électorale, ça veut dire qu'il y a déjà une légitimité. Monsieur Diakité, lors de cette rencontre, il semblerait que le chef de l'État vous a proposé des postes de sénateur. Dans un futur Sénat, pouvez-vous nous en édifier? Quand le président nous a reçus, lui-même il a signalé qu'il a été victime de cette cour en son temps et qu'il nous proposait d'attendre les nouvelles réformes déjà enclenchées, qui va avoir la mise en place d'un Sénat. Et dans ce Sénat, conformément aux dispositions, il a 30%, de nommer les membres de ce Sénat qui va nous choisir d'emblée, il va nous choisir comme sénateur au futur Sénat. Alors nous avons refusé en bloc cette offre présidentielle parce que la population, les différentes circonscriptions ont voté pour nous pour être dans l'hémicycle et non dans un futur Sénat qui n'est même pas créé. On ne sait même pas si ça doit passer parce que le Sénat, c'est à travers un référendum et c'est le oui qui doit emporter. Donc ça veut dire que quelque chose qui n'est même pas connu, quelque chose qui n'est même pas d'abord mis en place, on ne peut pas prétendre. Et ce n'est pas notre demande c'est que justice soit faite et qu'on soit remis dans nos droits, pas être sénateur. Donc nous avons refusé en bloc et dès lors le président était obligé de chercher d'autres solutions aux crises que de faire des propositions extra-constitutionnelles. Par rapport à la mission conduite par la CEDEAO, notamment l'ancien président Goodluck Jonathan, qui a fait une proposition de revalidation de l'élection des députés spoliés. Quel est votre avis là-dessus?
Alors, dans le programme préétabli par la délégation de la CEDEAO, il était prévu une rencontre avec les députés concernés par l'arrêt du 30 avril de la Cour constitutionnelle. La CEDEAO, après avoir reçu quelques acteurs dans l'organisation matérielle et technique des élections, notamment la CENI et l'administration territoriale, a jugé nécessaire de ne plus recevoir notre collectif, comme quoi nos préoccupations sont déjà portées à travers les différents rapports et PV de la CENI et de l'administration territoriale. Donc du coup, ce que nous devrions dire a été déjà dit à travers ces différentes structures qui avaient en charge l'élection législative, premier tour et deuxième tour. Mais nous avons remarqué et nous avons vu à travers le communiqué final de la CEDEAO qu'elle a demandé la réintégration des 31 députés à l'Assemblée. Comment? C'est la question qu'on se pose. Et nous, en tant que députés, nous sommes partie prenante de la crise. La crise a commencé bien avant nous, mais c'est la dernière législative qui a été vraiment l'effet déclencheur. Et nous pensons que cette proposition, on doit analyser profondément parce que nous réclamons justice. Nous demandons que nous soyons remis dans nos droits. C'est au gouvernement de trouver les voies et moyens. Et si une médiation ouest-africaine propose une sortie de crise, on ne peut qu'écouter le peuple. Nous faisons partie du peuple et nos revendications également sont portées par les M5. D'ailleurs, qui est légitime à travers ces recommandations et ceux qui demandent un changement profond. Donc nous pensons que les propositions de la CEDEAO doivent être analysées dans l'ensemble et voir si ça doit apaiser. Et si ça doit apaiser, nous sommes partants. Et si ça peut aussi envenimer, on va ici revoir et ouvrir le dialogue jusqu'à aboutir à un dénouement de cette crise. Pour clore, quel est votre regard sur la crise sociopolitique que notre pays traverse et selon vous, quelles sont les voies et moyens d'en sortir? Moi, de mon point de vue personnel en tant que militant et cadre politique, je pense que la crise, elle est très profonde. C'est l'échec du mouvement démocratique. Moi, de mon point de vue personnel. Si vous prenez aujourd'hui, nous sommes en 2020, plus de 70% de la population ont moins de 35 ans. Ça veut dire quoi? Ça, c'est déjà un phénomène à analyser, à étudier et à prévenir. Vous voyez un pays qui n'a pas de vision, un pays qui n'a pas de plan d'émergence, un pays qui vit du jour au jour. Alors, cette crise, elle est sociale, très profonde, et après elle est politique. Pourquoi? Parce que de 92 à nos jours, on doit faire le bilan de l'exercice démocratique. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel type de Maliens sommes-nous? Et quel type de Maliens voudrons-nous dans le futur? On ne connaît plus. On pensait que la démocratie allait être la solution. Nous, qui avons les moins, nous les moins de 40 ans aujourd'hui, on ne se reconnaît pas dans cette classe politique dirigeante qui dirige le Mali depuis 30 ans. Alors il faut qu'il y ait un rajeunissement total de la classe politique. Ça veut dire quoi? Dire qu'on n'a pas besoin de vieux. On a besoin de vieux, mais des vieux qui sont de bons exemples. Et c'est paix sur la scène politique. Notre président a l'habitude de dire au Mali, ici, la politique est devenue une profession. Alors c'est une chose à craindre, une chose à revoir ou à améliorer. Si on n'a rien à faire que la politique, bon, on devient sans conviction, on devient sans vision et on devient vraiment facile à tout accepter. Donc le Mali est profondément touché dans son existence et c'est les Maliens même qu'on doit revoir. Parce que, comme vous voyez, les politiques sont à l'image du peuple. Alors, c'est la promotion de la médiocrité, c'est la promotion de l'analphabétisme. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut. Si nous partons du point de vue ce que nous voulons, on saura comment y atteindre. Donc, le problème du Mali est profond, très profond. Alors, on veut résoudre de façon superficielle, mais on ne veut pas y résoudre. C'est de déplacer les problèmes d'année en année, de régime à régime. Or, il faut faire face aux problèmes réels du Mali. On a vu les rébellions, on a vu les accords, on a vu toutes sortes de crises au Mali. Maintenant, la crise du Malien elle-même doit être débattue. Et moi, je pense que
si on accorde un budget important à l'éducation, surtout à l'éducation. Un pays où on n'a pas un programme cohérent, constant, un pays où nos enfants ne sont pas à l'école publique comme il faut, un pays où les privés, l'école privée, les cliniques privées, donc c'est des mauvais exemples de la démocratie et nous pensons qu'on doit revoir le Mali dans son profond et dans son entier. Donc moi, si je dois proposer, j'allais proposer qu'on mette un accent particulier sur l'éducation du Malien. L'éducation du Malien et l'éducation pour le Mali. Ça, c'est vraiment une solution. Voilà. Et la solution, ce n'est pas dans l'immédiat, c'est un processus. Parce que c'est 27 ans, 30 ans, on ne peut pas y résoudre en une journée. Ce n'est pas un régime, c'est un système qui est là. Et ce système-là, il faut le revoir.